Avec nous pour aller plus loin ce soir, David Assouline, sénateur socialiste de Paris, vice-président du Sénat et membre de la commission Culture, Éducation et Communication. Roger Karoutchi, sénateur LR des Hauts-de-Seine, membre de la commission des Finances. Éric Vial, secrétaire général FO Média, délégué syndical central à FO France Télévisions. Et Caroline Bonacossa, journaliste média à Stratégie. Merci à tous les quatre d'être ici. Je voudrais faire un premier tour de table sur votre avis général autour de cette réforme, sans rentrer encore dans les détails ou les intentions présumées au réel du gouvernement. Si on la résume, cette réforme, c'est suppression de France 4 version télé, réflexion engagée sur l'existence de France O, renforcement du caractère régional de France 3 avec France Bleu et de gros investissements sur le numérique. Sur le fond, d'abord, David Assouline, est-ce que vous y voyez une transformation ambitieuse telle que l'a décrite Françoise Nyssen? Franchement, pas. Non, il n'y a pas... D'abord, il y a un manque de vision. J'avais insisté sur le fait qu'on ne pouvait pas modifier, réformer l'audiovisuel public si on n'avait pas une vision de l'ensemble du paysage audiovisuel, parce que l'écosystème est complètement bouleversé depuis les lois de 86 et qu'on n'a fait que des pansements. Il y a tout à repenser, la régulation de l'ensemble de l'audiovisuel et avoir l'ambition de faire que le service public soit le moteur dans l'ensemble de ce paysage et donc soit central. Et là, ce travail n'a pas été fait, selon vous? On a du rafistolage. La suppression de France 4, on en parle depuis des années et des années. Voilà, on le supprime. Mais on dit qu'on veut rajeunir. On sacrifie une chaîne qui était dédiée à la jeunesse, qui n'a pas eu beaucoup de succès. Qui n'a pas trouvé son public. Mais au lieu de se demander pourquoi, parce que la BBC, qu'on prend comme exemple, elle a, je crois, 2-3 chaînes pour les enfants et qu'elle fidélise. Et c'est un élément ensuite pour les fidéliser quand ils grandissent, on va dire. Donc il y a très peu de vision. Par exemple, le paquet sur le numérique, oui. À l'époque de la réforme de Nicolas Sarkozy, 2009, on avait évalué qu'il fallait 200 millions d'investissements. On ne les a jamais vus. Donc 10 ans après, on en reparle en baissant la barre, puisque c'est 150 millions. Mais je dis banco, sauf que à quoi sert la télévision en continu? Parce que c'est ça, la révolution des usages, c'est que les jeunes, mais pas seulement les jeunes, les gens ne regardent plus la télé en continu, puisqu'ils peuvent la voir à la demande, en replay, etc. Et donc, si le service public veut garder un public sur des chaînes en continu, il doit se dire que l'info et le sport, grande manifestation, c'est du direct. Ça ne peut pas être remplacé. Or, je pense que les économies vont se faire sur l'information, puisque sur la création, on en parlera des économies. Bon, et le sport, c'est le sacrifice. On ne voit pas, c'est sur le payant, il y a plus, et puis quand c'est gratuit, c'est sur TF1. Et les deux moments un peu populaires, Coupe de France, Coupe de la Ligue, qui étaient gardés par France Télévisions, on nous annonce que c'est ça qui va être cédé pour pouvoir faire des économies. Donc, franchement... tout reste à faire. Donc, je suis en même temps optimiste parce que si on nous avait annoncé des trucs clés en main, je n'aurais pas été content puisque nous, on n'a jamais été consultés, les parlementaires. On va poursuivre ce tour de table. Tout est ouvert et j'espère que le débat aura lieu. Mais vous dites rafistolage quand même. Roger Karoutchi, qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais même pas, parce que David Assouline est un optimiste, je ne sais même pas si on peut dire rafistolage. C'est même pas du rafistolage. Mais non, c'est rien du tout. C'est un recul tous azimuts. J'avais entendu le président de la République tenir des propos sur la révolution qu'il allait faire dans l'audiovisuel public, sur ce qu'il pensait de la situation de l'audiovisuel public. J'ai souvenir de la ministre nous dire dans l'hémicycle combien elle tenait à cette réforme lorsqu'on a débattu du budget 2018. Franchement, si j'étais shakespearien, je vous dirais tout ça pour ça, parce que faire une conférence de presse début juin pour dire alors voilà, France 4... ne sera plus sur la TNT, on va faire 3 francs 6 sous là-dessus, puis peut-être qu'il faut aller avec un grand mot, mais qu'on entend depuis des années, synergie. C'est le mot à la mode. C'est qu'est-ce que c'est votre réforme? Synergie. Qu'est-ce que vous allez faire au niveau financier? On verra. Qu'est-ce que vous faites sur les programmes? À débattre. Qu'est-ce que vous faites sur les chaînes et le nombre de chaînes? On va en discuter. En clair, pourquoi est-ce que Mme Nyssen a fait une conférence de presse aujourd'hui? Franchement, elle nous aurait dit, écoutez, la réforme est reportée à 2019, je poursuis les consultations,
Ça aurait pas été pareil. ni pire, ni moins bien. Et Éric Vial, vous êtes d'accord d'accord. Le communiqué de Force ouvrière n'est pas si sévère, hein? Non, on a été un peu surpris, mais nous on part... Surpris par rien? Surpris parce qu'il y avait rien? Par ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que finalement, vous avez vu ce qui circulait dans la presse, on nous annonçait de 500 millions à 1 milliard d'euros d'économies. On nous annonçait un plan social, par exemple, pour France Télévisions. On nous annonçait des suppressions de chaînes, et pas d'une, mais de plusieurs chaînes, des fusions, enfin voilà, des synergies, une révolution. Évidemment que socialement, on avait très peur. On est parti quand même en décembre d'une déclaration du président de la République qui disait, enfin on lui prête, hein, l'audiovisuel public, honte de la République. Et on arrive après un retard de calendrier plusieurs fois annoncé. Nous, on s'est dit, ça va être catastrophique. On arrive finalement à une réforme qui fait, pardon, mais un peu pchit. Et M. Assouline a dit une chose très juste aussi. Nous, il y a une chose pour les organisations syndicales, et pas seulement Force ouvrière, qu'on a assez mal pris par rapport aux autres gouvernements. C'est que les organisations syndicales et donc les représentants des salariés n'ont absolument à aucun moment été associés aux discussions. Nous non plus. Et, voilà. Et pourtant, les organisations syndicales, je peux vous assurer que dans l'audiovisuel public, ce sont des organisations réformistes. On ne peut pas dire qu'elles ne soient pas réformistes. Elles ont subi 12 réformes depuis la fin de l'ORTF. Donc les réformes, on sait ce que c'est, et on sait ce que c'est remodeler son modèle. Donc voilà, on était prêt à discuter. Caroline Bonacossa, on termine ce tour de table. Pour dire, le pchit, et la preuve, c'est que c'est pas Édouard Philippe qui a présenté Évidemment. ça. Alors ça, c'est votre interprétation politique, et vous avez peut-être raison. Caroline Bonacossa, elle fait pchit cette réforme. Je vais vous répondre tout de suite. Pas Édouard Philippe, c'est une réforme de l'audiovisuel menée par la ministre, et on peut être content que chacun soit à sa place et à ses compétences. Pour avoir assisté ce matin à cette conférence de presse, eh bien, je vais être peut-être la plus optimiste de nous quatre, puisque j'ai trouvé que c'était une... c'est parfait. Moi, j'y étais et j'ai tout vu. J'ai senti surtout une bonne entente entre les 6 représentants de l'audiovisuel public. Je pense qu'on parle souvent de... Effectivement, le mot est lancé de synergie, sauf que jusque-là, les synergies étaient abstraites. La seule réalisation concrète de synergie au sein de l'audiovisuel public français, c'est France Info, avec un résultat sur le numérique et une antenne qui est bien à la peine en termes d'audience. Là, il y a des choses concrètes qui vont être menées, à commencer par, effectivement, des propositions de plateforme, et dès ce mercredi, sur l'antenne, je termine juste, dès ce mercredi, sur l'antenne de France Info, vous aurez un onglet sur vrai ou fake, sur lequel on va pouvoir voir à la fois des réalisations de France 2, des réalisations de France Info, des réalisations de France 24 sur les fake news. Donc moi, j'ai envie de dire... Effectivement, les effets d'annonce ne sont pas là. On aurait voulu des résultats chiffrés, mais est-ce que ça aurait été pas mettre comme d'habitude la charrue avant les bœufs? Là, on est face à une réforme qui veut mettre en avant le numérique, qui veut faire un scénario d'anticipation. C'était le titre de cette conférence de presse. Et pour une fois, j'ai l'impression qu'on réfléchit d'abord et qu'on arbitre ensuite. C'est juste le lancement d'une réforme qui va se poursuivre jusqu'à fin 2019. Juste un mot, les mots qu'elle a employés pour son constat sur l'audiovisuel public. Moi, j'ai été frappée par sa sévérité. Elle a parlé d'insuffisance, elle a parlé d'atermoiement et d'absence de prise de risque de l'audiovisuel public. Vous êtes d'accord avec ce constat si sévère concernant l'audiovisuel public français aujourd'hui? Non. Et d'ailleurs, si le constat était si sévère, il aurait fallu des annonces un peu plus audacieuses. Mais ce qui est paradoxal, c'est que les patrons de l'audiovisuel public qui étaient là et qui agissent ont dit, eh bien, on va faire encore plus qu'on avait déjà commencé. Donc, ils n'ont pas dit qu'il y avait un grand bouleversement, la numérisation, la révolution numérique, les synergies. Il y a même une chaîne commune qui a été créée, France Info, et avait commencé notamment en Aquitaine, une synergie régionale, France 3, Radio Bleu. Bon, tout ça... ce sont des choses qui étaient faites quand vous regardez à Radio France en particulier l'ampleur de la révolution numérique, le nombre de millions de vues des podcasts de Radio France qui en font un succès incroyable, des dizaines de millions et qui valorisent dans des domaines où on se dit l'audimat n'est pas forcément au rendez-vous, par exemple les émissions de philo sur France Culture, etc. Donc tout cela, c'est bien de le poursuivre, de l'amplifier, de lui donner les moyens. Mais je remarque, et je n'ai pas la même vision que M. Karoutchi, c'est-à-dire M. Karoutchi considère, comme moi,
qu'il n'y a pas tellement d'ambition dans ce qui a été annoncé. Moi, je ne pense pas que l'ambition aurait été d'annoncer des réductions budgétaires. C'est pourtant peut-être un changement ce qui les de attend, gouvernance qui affaiblit l'ensemble. Donc, ce que je constate, c'est qu'on a fait les gros bras sur des questions où rien n'est arbitré, donc tout ça est remis à plus tard. On ne sait pas quelle sera l'ampleur de la réforme de la redevance. C'est nodal. On ne sait pas quel est le niveau de réduction budgétaire. Parce que là, vous avez raison de vous interroger sur ce qu'elle n'a pas dit, parce qu'effectivement, Françoise Nyssen s'est bien gardée de parler d'argent et d'économie. C'est pourtant un sujet qui inquiète, et pour cause, souvenez-vous de ce que disait Emmanuel Macron, justement, c'était en décembre dernier, lors de cette interview avec Laurent Delahousse. Écoutez. Il y a beaucoup d'argent sur l'audiovisuel public. L'audiovisuel public français, c'est de très loin, pour l'État, le premier budget de la culture. Donc, il y a de l'argent. Simplement, est-ce qu'on le met au bon endroit? Est-ce qu'on fait surtout l'organisation collective qui est la plus pertinente? Beaucoup d'argent dans l'audiovisuel public, disait le président. On comprenait alors qu'il allait faire des économies. Plusieurs médias évoquent effectivement cette fourchette allant de 250 à 500 millions d'euros. Pour l'ancien président de Radio France et député européen, Jean-Marie Cavada, ce n'est pas si énorme que cela. Il était sur France Info ce matin. Il ne disait pas ça quand il était président. 500 millions sur pratiquement 4 milliards dépensés dans l'audiovisuel public. Même moi, qui suis pourtant vigilant, j'ai du mal à pleurer. On les trouvera assez aisément. J'ai du mal à pleurer. Vous riez, Roger Carucci. Non, vous êtes d'accord avec ça? chacun pleure quand il veut. Moi, je suis pour une réduction des budgets, mais ce qui me choque, pourquoi? Pour être très franc, non, monsieur, je ne vous interromps jamais, monsieur Assouline. Non, c'est une question. En séance. Pourquoi? Parce que c'est 4 milliards d'euros et qu'aujourd'hui, sans être aussi sévère que le président de la République, on n'a pas un service public qui correspond à cette somme. La vérité, c'est que ce qui me choque dans ce qui s'est passé aujourd'hui, comme dans ce qui se passe depuis 6-7 mois, c'est que le premier élément, avant même de parler d'argent, c'est de dire est-ce que oui ou non, on est capable d'avoir une définition de ce qu'est la mission de service public. Est-ce que oui ou non, on est capable au Parlement, au gouvernement, de dire voilà ce qu'on attend réellement du service public, mission jeune... ça a été dit ce matin. Oui, diversité, représentativité, elle l'a dit. Pardon de vous dire, le baratin, on peut tous le faire, ça fait des années que j'entends ça. Des années qu'on entend, le service public est là pour la diversité. Non, représentativité de la France dans sa diversité. Rien. Le service public est là parce qu'il a une mission culturelle. Ça veut dire quoi? Non, mais moi, ce que j'attends, c'est qu'on nous dise, voilà, on va envisager une organisation des chaînes, on va envisager un financement correspondant à telle mission de service public que l'on donne réellement au service. Après, une fois qu'on a défini, on donne plus ou moins, ça par définition. Parce que, est-ce que les chaînes privées sont capables d'assurer un certain nombre de choses? Sans doute. Est-ce qu'il faut tout faire dans le service public? Évidemment non. Mais si on veut un service public performant, il faut un service public à la fois plus concentré, ayant des missions plus claires, où on respecte les gens, mais où on ne demande pas à chacun de faire tout. Et sur la question des économies, Éric Vial, 500 millions d'euros sur 4 milliards. Jean-Marie Cavada nous dit... Non, c'est pas réalisable, et j'ai entendu aussi l'interview de Jean-Marie Cavada ce matin. J'ai trouvé ça, pour vous dire franchement, révoltant. Parce que ça veut dire quoi? 500 millions d'euros d'économies? Il faut comprendre que déjà, la situation de France Télévisions, elle est extrêmement tendue. On subit encore actuellement des coupes budgétaires. Sous l'ère de Carolis, un plan de départ volontaire à la retraite, moins 320 emplois. Sous l'ère Rémi Flimelin, un plan de départ volontaire, 350 emplois. Et au moment où on se parle, le législateur a demandé 500 emplois en moins à France Télévisions. En quelques années, il y a eu, je parle de France Télévisions, mais c'est pareil pour les autres. Radio France, exactement. Arte. Il y a eu plus de 12% des postes qui ont été supprimés à France Télévisions. Les efforts sont faits depuis longtemps. Alors, quand on annonce, 100 millions, 200 millions, 500 millions, c'est pas possible. Et il y a une chose qu'il faut comprendre, et je crois que c'est ça qui est... Même pas 100 millions, dis-vous. Mais 100 millions, c'est impossible. C'est pas possible. Tout est possible. Mais je vais vous dire ce qu'il faut comprendre. Et ce que je crois, ce matin, le gouvernement a peut-être compris, c'est que chaque fois qu'on tire une ficelle de l'audiovisuel public, c'est une mauvaise idée. Pourquoi? On prend France 4, on supprime France 4. France 4, c'est la deuxième... Il faut savoir que la France, c'est le deuxième producteur au monde de dessins animés. Voilà, c'est une injonction de l'État de diffuser des dessins animés. Derrière les dessins animés, il y a des écoles, il y a des formations. Nous sommes une nation ça implique porteur. Tout un tas d'emplois indirects. Exactement. Si vous il y a 17 000, pas, exactement, il y a 17 000 emplois
dans l'audiovisuel public. Mais l'audiovisuel public fait travailler plus de 100 000 personnes dans notre pays. Il faut comprendre qu'il y a un potentiel économique derrière l'audiovisuel public. Et je pense que ce matin, la ministre a découvert, j'ai eu ce sentiment-là, que oui, derrière tout ça, chaque fois qu'on tire une ficelle, c'est une mauvaise idée. Et ils n'en tiennent pas compte. Caroline Bonaccossa. On va le savoir quand même. Une fois de plus, je vous trouve dur. Là, on n'a pas entendu parler de chiffres, et peut-être tant mieux, parce qu'au fond, est-ce qu'il ne faut pas se pencher sur le fond ? Le fond, c'est des propositions, là, par exemple, de plateformes. Donc, il y a cette plateforme sur les fake news, il va y avoir une plateforme... C'est pas une réforme politique, ça. Pardon ? Ça, c'est des non, décisions mais j'ai éditoriales. l'impression que pour une fois, on s'intéresse aussi aux citoyens, à ce qu'ils veulent. C'est à destination des citoyens. Il va y avoir donc une plateforme très importante sur l'éducation. Est-ce que l'éducation, ce n'est pas une mission de service public ? Une plateforme sur la culture où, pour une fois, toutes ces entités de l'audiovisuel public vont être réunies. Et moi, je pense que c'était jusque-là une erreur de l'audiovisuel public de fonctionner par silos étanches. Et au fond, quelquefois, certains faisaient les mêmes choses que d'autres sans qu'il y ait une synergie. Et là, il y a réellement une synergie qui est mise en place. Et moi, je trouve que c'est une proposition intéressante et qu'une fois de plus, vous disiez, monsieur Assouline, vous n'avez pas été consulté, mais donc heureusement que tous les arbitrages n'ont pas été rendus ce matin. Donc ce sont des portes qui sont ouvertes, des négociations. Oui, mais quand on entend le chef de l'État dire qu'il y a beaucoup d'argent dans l'audiovisuel public, on se dit que peut-être il va évidemment les réduire, ces moyens. Alors là-dessus, sur la question des moyens, David Assouline. qu'on soit clair, je pense que probablement, en regardant si on a une vision de faire une réforme globale, on peut très vite regarder là où il y a de l'argent gaspillé et là où il en faut plus. Donc ça, les synergies peuvent faire économiser. Parfois, ça coûte plus, la synergie. Donc, il n'y a pas de doctrine là-dessus. Donc, le problème, c'est est-ce qu'on va réduire l'ensemble ? Parce que qu'on enlève là pour mettre là, pas de problème. C'est-à-dire, si on me dit France 4 peut disparaître, je pense que là, il faudrait une chaîne d'infos à la place. C'est-à-dire, je ne suis pas pour réduire le périmètre, mais sur l'émission, mais il y aura telle émission jeunesse sur France 2, etc., qui correspondent à cette ambition de s'adresser à ce public. Je dirais, OK, là, je salue deux choses. Un, que tous les arbitrages ne soient pas là, parce qu'on va pouvoir peser. J'espère qu'on va enfin être consulté. Deuxièmement, qu'une annonce a été faite, j'espère qu'elle sera tenue jusqu'au bout, que 570 millions, je pense, est sanctuarisé pour la création. Parce qu'il faut savoir, et ça rejoint ce qu'a dit monsieur... La création originale. Globalement, il n'y a pas de cinéma en France sans Canal+, qui va mal, mais aussi sans France Télévisions. Et l'investissement dans la création globale, qui est une économie qui dépasse France Télévisions est au cœur. Donc ça, c'est bien. Mais si on me dit on ne réduit pas ça, qu'on me dit qu'on va faire des grosses économies budgétaires, je demande ce que l'on va sacrifier. Je ne suis pas contre les redéploiements, je suis contre la baisse globale parce que je pense que, à l'inverse de ce que vous dites, connaissant le sujet, l'audiovisuel public français est sous-doté pour ses ambitions, sous-doté, d'accord ? Et tous ceux qui disent c'est trop, balancent des chiffres qui ne veulent rien dire pour le commun des mortels. On me donne en comparaison la BBC, très souvent, même le chef de l'État aime bien ce modèle. Il y a plus de personnel, et le budget est nettement plus important, et la redevance est nettement plus forte. Alors, donc, deux autres donnez sujets, des exemples, mais David quand on fait de la bonne télé, il faut des moyens. Deux autres sujets ont été complètement éludés ce matin et aussi particulièrement sensibles. C'est la question d'une redevance universelle payée par tous, y compris par ceux qui n'ont pas de télé. Et puis, la question de la gouvernance. Le calendrier législatif est repoussé à courant 2019. Rappelons-nous cette polémique autour des propos du chef de l'État selon deux médias. Vous en avez un petit peu parlé. Selon l'Express et Télérama en décembre dernier. L'audiovisuel public, c'est une honte pour la République, aurait dit le chef de l'État. Une honte pour nos concitoyens, c'est une honte en termes de gouvernance, c'est une honte en ce que j'ai pu voir ces dernières semaines de l'attitude des dirigeants. Propos réels ou pas, y a-t-il un problème de gouvernance dans l'audiovisuel public ? Roger Carucci, et puis je vous ferai réagir tous à ce sujet. Il y a forcément un problème de gouvernance, ne serait-ce que parce que a été envisagé, même si aujourd'hui ça reste assez flou, le fait de faire une holding regroupant l'ensemble de l'audiovisuel public. C'est que donc on n'est pas satisfait, au moins au niveau du gouvernement, des directions
séparés de chaque chaîne. Si on veut des synergies, si on veut un bloc du service public, peut-être qu'effectivement, il faudrait une holding de gouvernance globale. Mais la holding de gouvernance globale, c'est toujours la même chose. Je ne suis évidemment absolument pas d'accord avec David Assouline, parce que quand on dit la gouvernance, l'ensemble du secteur, l'ensemble du périmètre, ça veut dire telle dépense, ça dépend des missions qu'on affecte au service public. Tout à fait, oui. Si on se met d'accord sur un service public d'un certain type, on n'aura pas forcément la même défense que si on dit, par définition, qu'on est très large. Moi, je pense que le problème, c'est que ça fait 9 mois que ça dure. J'aurais aimé, à défaut de mesures concrètes, je comprends bien, madame, il faut laisser un peu de temps à la discussion, mais qu'on ait au moins des orientations sur ce que voulait faire le gouvernement, sur les missions de service public, sur réellement la gouvernance, sur le regroupement. Moi, il y a 3 mois, tout le monde à Matignon me disait holding, et c'est comme ça, et tous les autres, s'ils ne sont pas contents, la porte. Réforme du CSA, ils ne vont pas avoir la main, ces jeunes gens. Et puis aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne sait plus. Qu'on réfléchit en tout cas. Éric Vielle. On réfléchit. Oui, bon, c'est pas une organisation syndicale comme Force ouvrière de choisir son patron. Donc sur la gouvernance, je laisse le législateur décider. Ce qu'on peut constater simplement, c'est la volonté, en tout cas, à chaque fois qu'on en a discuté, audité au Sénat ou à l'Assemblée nationale, nous avons l'impression du législateur de vouloir rendre son indépendance à l'audiovisuel public. Ce matin, vous avez parlé d'entente tout à l'heure. Moi, j'ai été surpris d'une chose qui a choqué un peu tous les... tutoiement le tutoiement de la ministre à la présidente de France Télévisions. Cette connivence, quand on parle d'indépendance, c'est un peu surprenant. Tu as dû te sentir bien seule, a dit Françoise Nyssen à Delphine Ernotte. Mais au-delà, par exemple, quand la ministre a parlé de François, elle a dit, mais bon, François, on verra avec les élus, c'est à eux de décider si oui ou non il faut conserver François. C'est super choquant quand même, quelque part, de dire, ah bah tiens, c'est aux élus de décider si on doit supprimer ou pas une chaîne. Donc voilà. Une commission qui est mise en place et qui va rendre des. Moi, je peux vous assurer que ça a été pris dans ce sens, comme ça, par les. On était avec des collègues et des camarades qui regardaient la conférence de presse. Là, on a tous sauté de notre fauteuil en disant mais c'est quoi la connivence entre justement l'État et les représentants J'avoue que c'était un peu frappant, ça nous a frappé aussi dans la rédaction. Est-ce que ça vous a perturbé pendant... Ce tutoiement, on va dire qu'il était maladroit, mais est-ce qu'on va... Un tutoiement très amical, très chaleureux. Oui, comme si, parce que je pense que c'était aussi une connivence, puisqu'il était, on va remettre le cadre, il était question de parler des mâles blancs, donc des hommes blancs de plus de 50 ans. Et donc je pense que c'était une connivence féminine maladroite entre Madame Nyssen et Delphine Ernotte. Effectivement, c'est maladroit, mais est-ce qu'on va résumer un projet comme celui-là à cette maladresse? L'indépendance des journalistes, je ne sais pas. Enfin, moi, au-delà du tutoiement, qui est une expression... qui vous a choqué? C'est le plus global qui m'a choqué et qui, après, laisse libre cours se fait concret. C'est pas très normal que quand l'exécutif a travaillé pour mettre sur la table des annonces qu'il demande à continuer à mettre en débat, c'est bien l'exécutif. Il nous reste quelques secondes. Il soit avec les patrons de l'audiovisuel public là, pour présenter les choses, parce qu'ils sont nommés de façon indépendante de l'État et ne sont pas que des courroies de transmission du gouvernement. Et donc ça, ce cadre-là m'a choqué. Que l'on annonce à la presse les choses, les parlementaires ne sont même pas invités, heureusement, on lit, etc. Bon, mais et on ce cadre-là, après, oui, il peut y avoir, elles doivent se connaître et se tutoyer dans la vie, et d'un coup, c'est difficile. Monsieur Carucci, comme on se vous voit tout le temps, on n'a pas le problème, mais ça peut se produire. On va devoir s'arrêter. J'espère, c'est un appel. Quand on veut vraiment qu'il y ait un débat citoyen, il y a beaucoup d'idées. Tout le monde a des idées pour faire une grande réforme. Il faut un processus presque d'assises d'états généraux avec les citoyens téléspectateurs, les parlementaires, les professionnels, et pas continuer en catimini avec des spécialistes. Donc que le débat commence réellement. Et l'appel est lancé. Merci à tous les 4 d'avoir participé à ce grand débat. Dans un instant, c'est le match des idées. Il va opposer Thierry Fabre à Patrick Appelmüller. Nous allons notamment revenir sur ce poids de plus en plus contesté des lobbies dans l'élaboration des lois, de plus en plus contesté parce que de plus en plus voyant aussi, à tel point que des élus n'hésitent plus à le dénoncer sur l'agriculture, la santé, l'écologie, le logement. Les lobbies font-ils la loi? On va en parler avec nos invités juste après ce sujet de Sandra Cerquera.